Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyage à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Après avoir réalisé un voyage moto en direction de la Mongolie, Baptiste, alias l'aventurier viking, décide d'aller rouler de l'autre côté du globe, en Amérique du Sud. Il nous raconte aujourd'hui ce qui lui a donné envie de partir et comment il a envoyé sa moto en Guyane. Il évoque les kilomètres parcourus sur la transamazonienne, la traversée du Salar de Uyuni, le rendez-vous avec la Patagonie, ainsi que d'autres paysages extraordinaires qu'il traversera pendant près de 8 mois. Ensemble, nous avons abordé plusieurs thématiques très riches. C'est pourquoi ce nouvel épisode est un peu plus long. J'espère que vous apprécierez chaque minute de cette belle épopée. Écoutons sans plus attendre le récit de l'aventurier viking. Mais d'abord, voici sa définition de l'aventure. Pour moi, voyager, ça a été vivre simplement, juste au jour le jour et avec passion, avec le sourire et avec beaucoup de partage. En fait, voyager pour moi, c'est comme vivre tous les jours, c'est juste les conditions qui sont un petit peu différentes autour de soi, quoi. Et toi, tu t'es senti aventurier dans les différents voyages que t'as fait, notamment en Mongolie, enfin en direction de la Mongolie, en Amérique du Sud. C'est d'ailleurs cette fameuse destination que j'aimerais discuter avec toi plus particulièrement. Est-ce que toi, tu t'es senti aventurier dans ces contrées? Bah déjà, j'ai choisi un nom un peu particulier parce que j'ai choisi de m'appeler l'aventurier viking avant même d'être parti vraiment dans ce qu'on peut appeler une aventure dans la définition un peu commune. Moi, je me sens pas forcément plus aventurier que ça quand je pars aujourd'hui. C'est une aventure pour moi parce que à mon niveau, j'avais pas forcément d'expérience à ce niveau-là avant de partir, mais vis-à-vis de plein d'autres, aventuriers ou découvreurs ou autres, statuts, je me sens tout petit, en fait. J'explore juste le monde, pour me rendre plus heureux et puis pour me changer, pour partager avec des gens donc bah, c'est un peu la même réponse que le voyage, l'aventure et cetera. Je pense que c'est juste vivre, et c'est juste les conditions dans lesquelles on vit qui sont un peu différentes de celles dont on a l'habitude chez nous. D'ailleurs, tu as parlé de gens qui t'ont inspiré. Quelles sont ces personnes qui t'ont donné envie vraiment, comme tu le dis dans le film, que j'ai eu la chance de voir, d'aller de l'autre côté de la montagne? Alors là, tu vas me poser une colle, là. Non, Non mais mais c'est j'en je sais pas si enfin, je pense que c'est bête, mais les premiers à m'avoir inspiré, c'est mes parents qui m'ont vraiment amené à voyager depuis tout petit. On a eu des camping-cars qui ont grandi au fur et à mesure qu'on grandissait. On est parti principalement, faire des tours en Europe, et cetera, mais ils m'ont vraiment appris, à être curieux de plein de choses, à être curieux, bah, des différences culturelles, Du coup, ça s'est ancré en toi, en fait. Ces petits voyages au départ avec tes parents t'ont vraiment, enfin, dans l'idée de t'inspirer à partir. Et, euh, et comment t'es venu à la moto? Tu es venu peut-être un petit peu doucement? Comment t'es venu de partir? Parce que tu le dis, tu n'avais pas beaucoup d'expérience sur des voyages aussi loin. Comment euh, comment t'es venu à la moto, oui? ah bah, comme tu le dis, la moto, j'y suis venu un petit peu plus tard. Moi, ma première expérience de grand voyage, je l'ai fait en Amérique du Nord. On a acheté un van avec, des amis que j'ai rencontrés là-bas, en fait, que je connaissais pas spécialement. Puis on avait tous envie de découvrir, le continent pendant plusieurs mois et on a acheté un van ensemble et puis on est parti. Donc c'est comme ça que j'ai eu un petit peu ma première piqûre de voyage, que j'ai réussi à réaliser, à mener tout seul. Enfin, avec des amis du coup, mais pas forcément avec la famille, ni dans un cadre organisé. Et avant ces voyages-là, je partais aussi régulièrement en stop ou dans le sud de la France avec une amie en particulier. Et puis une fois au Portugal, on voyait souvent des motards sur la route pendant qu'on faisait du stop là avec notre pouce en attendant qu'il y ait une voiture qui s'arrête. Donc bon, en plus souvent ils sont assez sympas, donc ils font un petit coucou, mais bon, il n'y a pas trop de place pour les autostoppeurs sur une moto. Du coup, on les voyait régulièrement partir bah, dans le chemin qui était en face vers la colline, etc. Donc bah, plusieurs fois, j'ai eu envie de découvrir ça, d'appliquer un peu ce type de voyage et puis en fait, de progresser un petit peu dans ma façon de voyager. Bon, faut savoir aussi que mes parents étaient motards au départ,
Donc en fait, ils ont arrêté la moto quand ma grande sœur est née. Donc je les ai jamais vraiment connus sur la moto, parce que après ça s'est transformé en camping-car et puis on n'a pas eu de nouveau de moto dans le garage. Mais je savais qu'il y avait un petit peu cette histoire-là et qu'on en parlait de temps en temps autour de la table. Donc je pense que ça a eu un impact aussi sur le choix de partir à moto et de la découvrir. C'est ce qui a décidé un petit peu de passer le permis pour voir si je me plaisais sur cet engin. Bah, j'ai fait un petit tour dans les Alpes avec l'ami avec qui je partais régulièrement dans le sud de la France. On a tous les deux passé le permis moto, puis on est descendu dans les Alpes pendant un mois ou deux avec une tente et des bagages un peu fait à la main. Et puis finalement, bah, ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment une grande liberté dans ce qu'on peut faire à moto. Et puis bah, petit à petit, je suis rentré comme ça. Donc après, c'est clair, et je le dis aussi un petit peu dans mon film, je sais que le jour où j'ai passé mon permis moto, j'avais vraiment l'intention de tester ce moyen de transport en voyage, comme j'ai pu le faire pour l'Amérique du Nord. Donc petit à petit, il s'est construit et j'ai décidé de partir jusqu'en Mongolie tout seul pour mon premier vrai grand voyage. Je trouve qu'il y a en fait, il y a une progression dans tes envies de voyage et d'aventure. Tu as commencé par l'Amérique du Nord avec donc des gens qui t'ont accompagné sur ce trip. Mais derrière, tu as eu bah, l'envie de passer ton permis moto. Tu as fait des voyages à moto en France. Tu es parti donc, en Mongolie depuis la France, donc que c'est extraordinaire avec entre guillemets, sans t'offenser avec le peu d'expérience que tu avais. Donc c'est quand même assez fort. D'ailleurs, tu le dis très bien dans ton film, que je partagerai d'ailleurs sur la page de Rider Radio. Et moi, j'aimerais savoir, dans cette construction, dans cette envie d'aller toujours plus loin, tu es allé en Amérique du Sud et je voudrais te poser la question, pourquoi l'Amérique du Sud? L'Amérique du Sud, c'est un peu mon premier rêve. Tu vois, j'aime pas forcément la notion de top dans sa tête, mais en gros, j'avais quand même des pays, des lieux que j'avais absolument envie de visiter. L'Amérique du Sud faisait partie de ceux que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de découvrir avant même de partir pour la Mongolie. Donc j'avais principalement décidé de partir en Mongolie parce que bah, je partais d'Europe tranquillement, je quittais l'Europe pour arriver jusqu'en Mongolie. Donc avec mon manque d'expérience, je pouvais quand même m'adapter, puis au fur et à mesure corriger mes petites erreurs parce que j'étais encore en Europe, dans des pays où je pouvais trouver du matériel, même si j'en ai pas eu besoin au final, mais au moins j'étais un peu plus rassuré sur la transition, là où l'Amérique du Sud nécessite un petit peu plus d'organisation avant le voyage, parce que bah, faut soit acheter ou louer la moto là-bas, soit la transporter d'ici. Faut décider de tout part, et puis une fois que tu es là-bas, le voyage dure un petit peu plus longtemps, donc faut être, enfin, dans ma conception des choses en tout cas, je voulais vraiment profiter hein, de tout le continent, donc étant donné la taille du continent, ça peut durer plus ou moins longtemps. Quel a été ton choix d'ailleurs sur l'idée de plutôt louer ou d'acheter? C'était d'acheter la moto et de la faire envoyer, en Amérique du Sud? Alors ouais, ouais, j'ai regardé pas mal, j'ai failli avoir un partenariat, mais au final, en fait, les motos là-bas coûtent beaucoup plus cher qu'ici, et sont souvent d'une cylindrée beaucoup plus réduite, donc peut-être moins adaptées à certaines grandes distances selon le confort requis par les différents voyageurs. Mais en gros, ça me coûtait plus cher d'acheter une moto là-bas, je sais pas, une 250, un peu plus typée cross, parce que généralement je vais beaucoup dans les chemins, que de préparer une vieille bécane ici et de la mettre sur le bateau. La complexité par contre du transport en bateau, c'était où est-ce qu'elle arrive, quels sont tous les trucs administratifs d'importation, et puis bah, les bakchiches possibles selon les ports qu'on choisit. Donc je me suis pas mal renseigné sur ce sujet-là, et puis finalement j'ai décidé d'envoyer ma moto en Guyane française. Donc D'accord. pour faciliter énormément l'importation en fait de ma moto, puisqu'on restait en France. Et puis bon bah elle est partie avec les valises et plein d'affaires dessus. Je l'ai posée dans un parking près du Havre, et puis je l'ai récupérée de la même façon à Cayenne. J'avais même mon casque dans le sac de réservoir qui n'était pas cadenassé ou quoi que ce soit, mais
Voilà, et je l'ai récupéré en Guyane française pour commencer mon voyage. Donc au final, ça m'a coûté beaucoup moins cher et surtout j'étais parti avec une moto que j'avais choisie ici et qui était toute préparée et que je connaissais déjà par cœur. Ça, c'était l'important. En effet, j'ai certains voyageurs qui décident et qui préfèrent en effet de préparer la moto sur place, au moins ils la connaissent. Ils se disent: «Bon, bah, là, au moins, c'est moi qui ai fait, les entretiens et cetera» et pour vous l'envoyer, c'est plus rassurant, ouais. Et elle est partie d'où du coup cette moto? De France bien sûr, mais de quel port du coup? Pour ceux qui souhaiteraient le faire? Du port du Havre. Et sans indiscrétion, ça t'a coûté combien l'envoi? L'envoi m'a coûté un peu plus de 700 euros Ah ouais, d'accord. pour OK. une bécane de 150 kilos avec tous les bagages dessus et j'ai pas eu à la mettre dans une cage ou quoi que ce soit, c'était vraiment posé sur un parking toute prête, et je l'ai récupéré comme ça. Bon après, je suis donc parti sur ce deuxième voyage avec un vieux KLE 500, qui m'a coûté 500 €, plus tous les frais pour la préparer au voyage. Mais du coup, Ouais, c'est relativement c'était intéressant de le faire comme ça, ouais. très intéressant même en termes de taxes d'importation vu que c'est selon l'Argus de la moto, bah, j'ai payé 60 balles il me semble et puis, j'étais prêt à rouler partout en Amérique du Sud, quoi. Ah ouais, génial. Non, ça, c'est un vrai tip, c'est un vrai conseil, donc hyper intéressant. Voilà, on le sait, moi, aujourd'hui, j'aimerais aller partout. Le fait d'avoir des voyageurs sur la Rider Radio, ça me permet de connaître plein de petites choses et c'est vrai que là, ça enfin, on a l'impression des fois qu'on a des riders, à travers le monde, que ça semble compliqué aussi par, le côté administratif, le côté aussi, budget. Mais quand tu es face ça, il te reste que l'aventure et donc ça, c'est génial parce que, bah, là, c'est relativement, atteignable pour toutes les bourses, en fait. C'est pas que financier donc ça, c'est vraiment très, très intéressant de nous avoir éclairés, là-dessus. Moi, je reviens sur, l'itinéraire, en Amérique du Sud donc tu arrives en Guyane française, à partir de là, c'est quoi l'idée? C'est ça par contre l'inconvénient, c'est que du coup, j'ai choisi un tarif un peu moins cher pour l'envoi, mais on arrive en Guyane française, la Guyane française, c'est tout en haut du continent, il y a juste une petite forêt, avant d'atteindre, d'autres pays, donc c'est quand même assez éloigné de pas mal de choses et donc le projet, c'est de traverser donc la forêt amazonienne à partir de là pour arriver jusqu'au Pérou. Donc la particularité aussi, c'est que j'ai eu des soucis de santé à cause du voyage, en Mongolie, on en parlera peut-être, un Mmh peu mh. plus tard, et de ce fait, j'ai dû retarder mon départ en Amérique du Sud parce que j'avais pas réussi à solutionner le problème. Bah, de fil en aiguille, j'ai rencontré, Clément parce que lui-même avait envoyé sa moto via ce service-là, donc c'est grâce à lui que j'ai trouvé, cette petite astuce pour réduire un petit peu les coûts du transport de la moto. Et il se trouve qu'il avait un peu le même projet que moi, c'est-à-dire, bah, de profiter, de voyager en Amérique du Sud, et donc on a décidé de partir ensemble. Donc moi, ça m'a permis de me rassurer parce que si j'avais des soucis, quelconques de santé, j'avais une personne avec moi pour m'aider dans une zone qui est quand même, plus ou moins à risque, et lui, bah, il a pu, bénéficier un petit peu de mon expérience de mes voyages passés donc ça m'a permis de partir et de tester un peu les voyages, à plusieurs. Donc le programme, c'était de traverser l'Amazonie, pour arriver jusqu'au Pérou, donc vraiment dans toute sa diagonale en prenant la transamazonienne et on a commencé par, traverser la Guyane vers le sud pour arriver au Brésil, arriver sur Macapá et là, on a eu 3 jours de bateau pour remonter l'Amazone, donc les motos et nous, on était sur les bateaux. Il y a pas spécialement de route, dans ces lieux-là. Il faut que tu me parles de l'Amazonie, comment on roule? C'est quoi la transamazonienne? Enfin, il faut que tu me projettes un peu là. Alors j'imagine moi, bah, l'Amazonie avec cette fameuse forêt, cette jungle. Comment on roule à moto, sur cette transamazonienne? À quoi ça ressemble? C'est assez rectiligne. Il y D'accord. a il y a il y a beaucoup de moi, ça m'a beaucoup évoqué, ce que j'imaginais des pistes africaines. C'est de la latérite principalement, donc c'est assez marron avec, des arbres, assez verdoyants sur le bord de la route. Parfois pas du tout parce qu'il y a toute une notion de déforestation justement Mmh mh. qui a été intéressante à découvrir. Il y a des zones qui sont assez protégées et d'autres qui ne le sont pas, mais
Globalement, c'est un chemin qui est tracé tout droit dans la forêt et qui la traverse d'un point à un autre. Euh, je m'attendais à quelque chose de très difficile parce que les conditions météorologiques peuvent être très très changeantes. On a commencé par partir en septembre parce que c'est pas une période de pluie, parce que dans la période des pluies, la transamazonienne est quasi impraticable. Enfin, en tout cas, elle est très très difficile, surtout avec des motos qui sont assez chargées. Donc, on a eu beaucoup de chance en fait. J'ai un peu sauté dans l'inconnu quand on est parti traverser la forêt amazonienne. Et finalement, bah, les pistes étaient assez simples, Assez roulante. assez roulantes. Voilà, il y avait pas les gens, tout était vraiment agréable. La différence, par exemple, que j'ai eu, que j'ai ressenti sur ce voyage-là, c'est que j'ai été directement plongé dans le voyage à partir du premier jour où on a pris le guidon. Parce que le paysage autour était complètement différent. On était en train de traverser la forêt. On s'est retrouvé directement avec des motards brésiliens le jour même où on a passé la frontière à se retrouver à se baigner dans un endroit un peu paradisiaque en Amazonie. Puis après, bah, on était directement dans le vif du sujet dans ce voyage-là. Là où pour la Mongolie, par exemple, bah, la traversée de l'Europe, on est plus dans des lieux connus, dans un système connu. Là, c'était vraiment un gros plongeon, quoi. Ça se fait en douceur, plutôt l'Europe, tu traverses l'Europe, tu vas de plus en plus à l'est et ça se dépayse, C'est tout ça. doucement, on va dire. Et là, c'est vrai que tu arrives, dans le vif du sujet. Et donc tu disais après tu as pris, tu as remonté l'Amazone, c'est quand même assez incroyable. Tu mets les motos dans un bateau, Ouais, ça c'est. le fait de le dire, tu vois, ça fait bizarre, ouais, OK. Et donc du coup, tu remontes l'Amazone pour aller Bah, pour aller pas jusqu'à Manaus, jusqu'à Santarém, qui est une ville avant Manaus. Manaus, c'est vraiment au milieu. Santarém, c'est un peu avant. Il y a une première route qui commence à descendre pour retrouver la transamazonienne à partir de là. À Santarém, bon, faut dire que les 3 jours de bateau, ils paraissent splendides, mais moi, j'ai passé 3 jours malade à cause du bateau, à cause de la chaleur, à cause de mon état. Enfin bref, j'ai un vague souvenir à la fois bon et à la fois compliqué. Et quand on est arrivé, c'était assez impressionnant parce que Santarém, on n'a pas trop aimé tout de suite. Puis après, en fait, on est sur les conseils de quelques touristes. Il y en avait 2 autres sur le bateau. On est allé à Alter do Chão, qui est une petite ville qui est à côté. Puis là, on s'est retrouvé dans un milieu un peu paradisiaque, avec du sable blanc, de l'eau transparente, alors que c'était l'Amazone qu'on venait de remonter pendant 3 jours et qui était à cet endroit-là complètement marron et pas du tout transparente. Et là, dans quelques kilomètres plus loin, dans un espace un petit peu plus fermé, ça ressemblait aux Caraïbes, quoi. Donc, ouais, tu bon, t'attendais pas à ça, tu t'imagines pas ça d'ailleurs de l'Amazonie, donc c'était une bonne surprise. bah, absolument pas. Bon, bah, ça a fait qu'on a pris notre temps et ça a donné un petit peu le tempo du voyage. En fait, le tempo de la suite, c'est qu'on a profité pendant une semaine à cet endroit-là, alors que en réalité, on était parti depuis 6 jours, on aurait pu continuer, mais du coup, ça a vraiment ça a donné un petit peu la mélodie de tout le voyage, et puis ça a permis de solidifier un peu bah, notre entente avec Clément, parce que bah, je le connaissais pas spécialement, ça faisait que 2 semaines qu'on s'était rencontrés réellement en face à face et qu'on roulait ensemble. Lui n'avait pas forcément fait de chemin, donc j'avais très très peur aussi. Mais voilà, donc on est arrivé à cet endroit-là, on avait déjà un peu expérimenté bah, ce que ça pouvait être que la transamazonienne qui venait juste après. Euh, et, euh, et surtout, on avait déjà mis les 2 pieds complets dans ce qu'on peut appeler aventure, mais dans notre voyage qu'on attendait tous, quoi. Et donc après cette expérience d'Amazonie, direction le Pérou, c'est ça? C'est ça, c'est à peu près ça. Donc là, à partir de Santarém, on a fait 3 à 4 000 kilomètres de pistes, juste de pistes de terre. Donc vraiment assez droite. De temps en temps, il y a des forêts qui étaient complètement brûlées sur le bord. De temps en temps, c'était des zones protégées. On a passé pas mal de bacs, en fait. Et il y a une autre particularité, c'est que dans ces lieux-là, en fin de journée, il fait souvent très très lourd et la plupart du temps, il y a un orage. Donc en gros, avant 17 heures, il fallait qu'on ait trouvé un endroit où dormir. Et globalement, on n'était pas non plus des grands aventuriers justement sur ce terme-là, puisque
on avait décidé de dormir régulièrement dans les villages, soit là où on nous autorisait un petit peu à dormir, si on avait de quoi poser la tente près d'un hangar, ou dans les hôtels qu'on trouvait, qui étaient vraiment pas chers, puisque c'est un lieu qui est vraiment très très accessible. Mais on n'a pas décidé de dormir en pleine nature. Déjà, c'était conseillé quand on n'a pas l'expérience bah, de la jungle, parce que c'est vraiment un autre univers, tout comme on a la montagne, la mer, la jungle, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Donc on a été assez vigilant, mais finalement, toutes les peurs ou les inquiétudes, parce que j'avais pas vraiment spécialement peur, par rapport aux gens qu'on pouvait croiser, par rapport aux animaux, par rapport au fait que de temps en temps il puisse pleuvoir, et que ce soit très, très difficile à pratiquer, ben en fait, tout s'est passé clairement à merveille tout le long du trajet de cette transamazonienne. Donc, Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori sur l'Amérique du Sud, et notamment dans ce secteur, l'Amazonie, le Brésil, la Guyane. On a quand même pas mal d'a priori. C'est bien que d'ailleurs que tu en parles et que tu dises que, que pour vous, ça s'est très bien passé. Alors oui, tu as dit les, euh, les gens, les locaux, on a des a priori sur ces personnes. On a aussi des a priori sur la jungle, les animaux. Je mhm, pense que là, ça peut être par contre vérifié et véridique. C'est vrai que la jungle, il doit y avoir un tas de tout à petites fait, ouais. bêtes Il n'y a pas incroyables. besoin de s'aventurer très très loin au bord du chemin pour se rendre compte qu'il y a des choses, ne serait-ce que les cours d'eau. Enfin, on s'est baigné de temps en temps, mais que dans des eaux qui étaient mouvantes, pas dans des eaux qui bougeaient pas. Et on les voit facilement, hein, les crocodiles. On en a croisé un sur le bord de la route. Bon, il a malheureusement été écrasé par une voiture, et c'est pour ça qu'on a pu le voir. Mais oui, la dangerosité, elle est là. Et puis même les nuits, quand on était plus aux abords des villages, on entendait les singes hurleurs. Enfin, c'est quelque chose, même dans la journée de temps en temps. Enfin, on sent que la difficulté, enfin la dangerosité, qui est pas forcément une dangerosité, mais qu'en est une, dans le sens où on connaît pas, on n'a pas l'expérience de ce type Ouais, de lieu pour pour appréhender appréhender. les Mm. différentes difficultés, quoi. Tout à fait, ouais, je comprends, je comprends. Et donc derrière cette, alors je reviens toujours au Pérou, je t'emmène tout de suite Et au Pérou. tu veux que j'arrive au Pérou plus vite, c'est ça? Et ouais, parce que moi je connais le Pérou, j'ai eu la chance de pouvoir rouler au Pérou et j'aimerais avoir ton avis sur ce que tu as vécu au Pérou, c'est pour ça. Alors c'est vrai que l'Amazonie je connaissais pas et merci d'en avoir parlé. Mais c'est vrai que j'aimerais aussi savoir, après cette transamazonienne, comment a été et comment tu as apprécié le Pérou en fait. Ouais, ouais. Faut être patient, hein, le voyage a duré 8 mois. Ouais, non, mais moi, je suis quelqu'un de pressé parfois, parfois, parfois. J'aime bien prendre mon temps, comme tu as dit. Il faut le prendre. Mais ouais, le Pérou, j'aimerais bien savoir. Il y a pas de souci. Bah, le Pérou a été, en fait, dans ce que je vais dire, enfin, il y a une notion qui est assez importante que j'essaye d'exprimer dans mon film, et que j'essaye aussi d'exprimer dans mon livre que j'ai terminé d'écrire. C'est que chaque expérience, chaque ressenti est lié à l'expérience propre de notre personne, donc celle que j'ai eue au Pérou. Euh, comme je vais le souligner, j'avais des problèmes réguliers de santé. Il faut quand même imaginer que tous les 15 jours, je pouvais être malade pendant 1 ou 2 jours, c'est-à-dire avoir des diarrhées chroniques pendant toute la journée, et être calé au lit. Donc le Pérou a été pour moi une expérience assez difficile à ce point de vue-là, principalement du fait de l'altitude. Donc voilà, dans la partie difficile pour ma part, qui n'est qu'une expérience personnelle, j'ai ce ressenti-là par rapport au Pérou quand j'y pense et quand j'en reparle. En dehors de ça, bah, quand tu arrives de l'Amazonie qui est à 0 mètre au-dessus de la mer, et que tout d'un coup tu grimpes toutes ces montagnes, déjà tu les vois au fur et à mesure au fond de toi, donc il y a encore des arbres, et puis tout d'un coup tu arrives direct à 3 000 mètres. Je pense qu'en 2 heures de route, on était arrivé à 2 000 mètres, puis 2 heures plus tard, on était à plus de 3 000 mètres, alors on était à hauteur du niveau de la mer depuis plusieurs mois. C'était assez impressionnant. Ça a changé d'air, ce qui fait que bah, la deuxième nuit dans les montagnes, on a fait les choses pas à moitié du tout, parce qu'on s'est retrouvé. Bon, moi j'avais déjà le mal des montagnes. Dès qu'on est arrivé au-dessus des 3 000 mètres, c'était clair que j'avais le mal des montagnes. Et puis j'avais dit à Clément, bah écoute, je pense qu'il vaut mieux qu'on redescende dans la vallée. On arrivait proche de Cusco, et puis qu'on soit plutôt en bas.
En plus de moi qui avait le mal des montagnes, il y a ma moto aussi qui avait le mal des montagnes et qui avait décidé de plus démarrer au-dessus de 2000 mètres. Du coup, j'avais été obligé d'ouvrir carrément la boîte à air pour que je puisse continuer à rouler. Donc ça faisait un beau bruit de tracteur. Et puis bon, il y a eu quelques petites fuites. Voilà, c'est des motos à l'ancienne. Donc en gros, on était là dans un paysage de rêve, à plus de 4000 mètres d'altitude. Et moi, j'étais pas bien, la moto non plus. Mais l'endroit était rêvé. Et puis bon, au début, je dis à Clément, non, ce serait mieux qu'on redescende. Et puis 5 minutes plus tard, dans ma tête, c'était, bah si, si, on reste là. Et puis on est parti. On s'est arrêté, on a pris le premier chemin sur la gauche. Il y avait des travaux, on a attendu. Il y a un Péruvien qui est venu nous voir. Il était sur sa petite moto, il rentrait chez lui. Puis on est descendu dans la vallée où il habitait. On a dormi dans son jardin. On a posé la tente. C'était magnifique. Bon, moi j'avais un mal de tête de fou et un mal de ventre aussi, mais le paysage autour était magnifique. Donc c'était quand même assez chouette. Donc c'est comme ça qu'on a un peu découvert le Pérou. On s'est retrouvé. On est arrivé par le nord du Pérou, donc on est arrivé par une région où il y a moins de touristes aussi, où c'est un petit peu moins fréquenté. Et on a eu un accueil qui était très chaleureux directement des Péruviens, ce qui n'a pas forcément été le cas tout au long du voyage après. Et puis voilà, on s'est retrouvé à 4000 mètres à faire notre première nuit, donc j'ai consommé quelques Doliprane, et puis le lendemain matin, bah, c'est la moto qui est pas repartie. Voilà, ça c'était notre premier jour au Pérou. C'était chouette. C'est ça le Pérou, c'est très fort en émotion, c'est-à-dire que tu as en effet des paysages extraordinaires, mais à la fois ça peut te peser, c'est vrai, sur ton physique, sur ta santé. Et ouais, je me retrouve bien dans ce que tu dis. C'est vrai que ça pèse parfois vraiment. Ça peut te rendre malade, hein, cette altitude. Mal des montagnes. Alors après, moi j'étais un grand habitué de la feuille de coca. J'adorais ça. Donc pour ceux qui nous écoutent, la coca, c'est pas une drogue, hein. Là-bas, en tout cas, c'est largement légal. Et puis quand elle n'est pas transformée, c'est pas un problème. On peut la boire en thé, notamment le maté des coca et qui est quand même assez efficace, en tout cas pas pour tous, mais pour moi ça a été quand même assez efficace pour absorber en fait ces problèmes d'altitude. Mais je sais pas si toi tu as pu... Bah, à ce moment-là de l'histoire, j'avais pas encore découvert. C'était vraiment le premier jour. Je connaissais la feuille de coca, mais c'était pas forcément quelque chose qui m'attirait plus que ça, parce que j'avais pas forcément eu le besoin de tester. Et je l'ai découvert les jours d'après, justement. Je l'ai découvert quand on est arrivé à Cusco et que j'ai rencontré d'autres voyageurs qui m'ont conseillé de prendre ça et ça a tout changé, oui, c'est clair. J'ai quand même eu des fatigues, des mal de tête récurrents, mais au moins avec la feuille de coca, je me sentais beaucoup mieux assez rapidement. J'avais pas besoin de prendre un Doliprane parce que j'aime pas prendre ce genre de médecine. J'arrivais à m'en remettre et puis c'était vraiment une boisson un peu préventive aussi, dans le sens où il y a de temps en temps, j'en buvais comme je bois du thé. Moi, je la mâchais pas comme les locaux, je la faisais bouillir dans de l'eau sucrée, sûrement comme pouvais faire aussi, parce que c'est plus, euh, c'est plus acceptable pour nous qui c'est sommes pas habitués, quoi. ouais, c'est ça, c'est plus commun pour nous de boire un maté que de se bourrer des feuilles sur le côté de la joue, entre les dents, C'est et ça. d'avoir une joue énorme. Ouais, ça fait un peu bizarre au début, ouais. Puis c'est légèrement moins nocif aussi pour ta dentition, mais Exactement, ça, c'est encore autre chose. exactement. Mais voilà, donc on est arrivé comme ça au Pérou, et puis après on a bien profité des montagnes, donc on a fait quelques sessions touristiques à Cusco, parce que même si on n'est pas fan de tous les lieux touristiques, de temps en temps on a quand même envie de les découvrir, et puis pas forcément de passer à côté, donc par contre on a tendance à les faire de façon un peu en mode warrior, c'est-à-dire que on est allé voir le Machu Picchu, mais on a tout fait à pied. On est arrivé à moto. En fait, on est parti de Cusco pour aller jusqu'à une centrale hydroélectrique, qui s'appelle la centrale hydroélectrica pour les gens qui pourraient être intéressés. Et de là, en fait, on a posé les motos, puis on a continué à pied. Il y a 2 heures de marche, puis ensuite il y a 3 heures de marche pour monter jusqu'à ce Tu as, lieu. tu as suivi les rails du C'est petit train. ça. Les rails du petit train à pied. Alors, j'ai pas dormi de la nuit parce que
là où on a dormi à Hydroelectrica, mais ma tente n'était pas autoportante. Et le seul endroit où on a pu mettre les tentes, c'était sur du bitume. Ah. Donc je me suis dit, je vais mettre une bâche. Donc j'ai mis une bâche au-dessus de la moto, puis je me suis couché du bon côté, évidemment. Sauf qu'il y a eu un orage 1 heure plus tard et que j'ai dormi dans l'eau. Donc en fait, j'ai pas dormi cette journée-là, donc ça a été assez difficile. Donc ça a changé un peu l'expérience de ce lieu touristique, en plus de tous les touristes qu'on a pu y Mhm. croiser et dont on n'avait pas trop l'habitude. Mais c'est surtout ce qu'on a fait après qui était vraiment chouette, c'est que on a décidé de ne pas repasser par Cusco pour continuer notre voyage et on a traversé toute la vallée de Vilcabamba qui est à l'ouest du Machu Picchu. Et là, on a vraiment pris des chemins qui sont pas fréquentés du tout habituellement, donc surtout les locaux qu'on a croisés. Donc là, c'était 3 jours de piste. Il y avait des cols à plus de 4500 mètres. C'était nos premiers cols. Le premier, on l'a fait sous la pluie, puis le deuxième jour, il a commencé à faire beau. Et Et là, on a fait. des pistes enfin, plus caillouteuses, avec un peu plus de virages, plus de dénivelé. Donc, peut-être C'est ça. un peu plus de difficulté, du coup, par rapport au début du voyage. Ouais, ça a resté assez roulant par rapport à ce que j'avais pu vivre en Mongolie, par exemple. Euh, mais ça se transformait, en fait. La différence, c'est que à basse altitude, ça ressemblait. Ouais, c'était beaucoup de gadou parce que c'était assez humide. Mhm. C'est assez humide dans ces endroits-là. Puis au fur et à mesure où on montait, ça se transformait en caillasse toute séchée. Puis quand on redescendait, ça revenait tout humide. Donc ça n'a pas été difficile pour moi. Après, j'ai eu pas mal d'expérience sur piste, donc au contraire, j'étais même très content parce que c'est ce que j'aime aussi, c'est la difficulté. C'est des pistes qui sont pas spécialement ni empruntées ni trop carrossables, et puis où on va un peu se perdre. Et du coup, là, dans ces 3 jours-là, on a vraiment eu l'impression de se perdre dans des lieux très différents, puis assez grandioses. Quand on se couche le soir un côté de la vallée, puis qu'on regarde de l'autre côté, et qu'on imagine les kilomètres qu'il y a et les chemins qu'on a à parcourir pour y arriver. Enfin, c'est assez fou parce que c'est assez grand. Je me rappelle une vallée justement où on a dormi d'un côté de la vallée, puis le lendemain on a fait toute la route pour la traverser, puis pour aller un petit peu plus loin. Je pense qu'il y avait 40 kilomètres à vue d'œil, on arrivait bien à voir l'autre côté, mais par contre, on a fait 120, 140, 160 kilomètres pour descendre et remonter, et des températures qui variaient beaucoup. Donc, ça, c'est un énorme souvenir du Pérou pour moi, c'est ces différentes vallées, et puis ces grandes montagnes qu'on traverse, et puis ces changements de décor qui sont assez réguliers en fait. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de. En fait, moi, je le résume souvent, le Pérou, comme je te le disais, c'est à des émotions, mais à des vraies variations. Donc, si on a des émotions régulièrement, c'est parce qu'en fait, il y a des variations aussi de paysages, de température. C'est un pays qui est fort dans tous les sens du terme, quoi. Que ce soit au niveau des gens qui sont forts de vivre dans ces conditions-là, forts aussi en termes de grandeur, en termes d'altitude, en termes de température. En fait, il y a pas de moyenne dans ce pays. J'ai trouvé, en tout cas, de ce que j'ai vécu à titre personnel, j'ai trouvé qu'il était très fort à tous les points de vue. Donc, c'est vrai que c'est une destination que je conseille pour les motards, pour les trekkers, pour plein de gens, mais notamment pour les riders, pour les motards. C'est un vrai pays de moto. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à rouler au Pérou. Moi. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à rouler au Pérou, mais tu vois, par exemple, par rapport à ce que tu décris, je sais qu'on va rechanger de continent, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré le Kyrgyzstan. Mhm. Euh, et les deux pays se ressemblent en tant que tels, je trouve, pas forcément complètement dans les paysages, mais en tout cas dans la diversité. Enfin, en tout cas, dans les émotions que j'ai ressenti un peu la même chose au Pérou comme au Kyrgyzstan. Mais au Pérou, j'ai eu cette difficulté un petit peu avec les locaux. Alors pas quand on était justement dans ces vallées-là, mais quand on était dans des lieux un peu plus fréquentés, un peu plus habitués au tourisme, j'ai eu un petit peu plus de difficultés parce que c'est à la fois difficile pour nous, comme tu l'évoques, dans le fait qu'il y a beaucoup d'altitude, il y a beaucoup de contraintes, enfin de difficultés
paramètres à prendre en compte qui peuvent être fatigants quand on est en voyage là-bas. Fatigant, pas dans le sens ennuyant, mais dans le sens Mmh. que voilà, c'est une fatigue réelle physique. Et du coup, bah, on sent que c'est un pays qui est assez difficile et j'ai ressenti aussi à travers les gens et le partage que j'avais des locaux, des difficultés justement à passer ce stade. Là où au Kirghizstan, j'ai eu un accueil qui était beaucoup plus, facile et distinct et ça m'amène un petit peu au sujet de l'importance des endroits où les gens sont pas forcément habitués à avoir trop de voyageurs, touristes, selon comment on souhaite s'appeler. Mais au Kirghizstan, par exemple, j'avais vraiment l'impression, heu, d'avoir une expérience nouvelle à chaque fois que je voyais des gens et qui m'accueillaient très, très, très facilement chez eux. Là où au Pérou, étant donné que la vie semblait encore plus difficile, bah, c'était un petit peu plus compliqué d'avoir cette approche-là qui est ultra importante dans mes voyages, quoi. Je suis d'accord complètement, et moi je leur en veux pas parce que tu l'as dit, Ah non, pas du tout, non, faut c'est pas des leur en vouloir. c'est des conditions, très difficiles et en fait, j'ai quand même, eu cette impression au Pérou que les gens sont concentrés. Alors quand je te dis concentrés, concentrés on va dire à survivre, dans ces fameuses conditions. Il fait très froid, l'altitude, la difficulté de cultiver, la difficulté d'entretenir les animaux et cetera et en fait, il y a presque pas le temps au divertissement et c'est pour ça que je dis qu'ils sont concentrés. Alors ils sont c'est peut-être pas le bon terme, mais mais c'est ce que j'ai ressenti, en Mmh effet. mh. C'est que j'ai trouvé, très difficile et c'est pour ça que je dis qu'il est fort. Dans le fait qu'il est fort, c'est qu'il est fort, le entre guillemets, «le péruvien» est fort dans ce qu'il fait et il a besoin de toute cette force et malheureusement, il peut pas laisser trop de place, on va dire, au divertissement. Après, c'est ma théorie, c'est ce que moi j'ai ressenti, c'est toujours pareil, ça n'engage que moi. Oui, oui, Heu, puis ce n'est pas enfin, c'est pas du tout moi non plus, je l'évoque pas comme ça, c'est pas un jugement, mmh, c'est plus dans le sens où, c'est quelque chose que je recherche et que beaucoup de gens peuvent rechercher quand on part. En fait, on parle de voyage, on parle beaucoup de rencontres et c'est vrai que l'expérience était différente au Pérou comme en Bolivie où j'ai ressenti un peu le même schéma, les mêmes duretés de vie, qui peuvent justement amener à pas forcément à réussir à avoir cette approche et ce partage qui peut être essentiel, quand on est en voyage. C'est pas pour autant que j'ai pas réussi à partager parce que justement dans cette vallée, on s'est arrêté sous la pluie à un moment donné, tous les hôtels étaient fermés parce qu'on était hors saison et finalement une grand-mère qui est sortie de sa porte et qui nous a dit: «Bah, on peut vous accueillir, j'ai mangé la meilleure soupe du voyage, mmh. on a passé un super moment». Mais encore une fois, là, on était dans des vallées qui étaient peu empruntées et avec des gens qui avaient une grosse dureté de vie aussi, mais où j'ai plus ressenti ce partage, puis cette hospitalité dont on peut apprécier. Et là, j'en profite, tu as parlé de la Bolivie. J'ai vu que tu avais eu, la chance de traverser le Salar de Uyuni. Moi, j'ai eu l'opportunité aussi de le faire. Alors moi, je l'ai fait, en van, donc c'est complètement, différent et je suis vraiment resté dans les clous parce que voilà, c'était un van qui ne permettait pas d'aller, à droite, à gauche. Il fallait vraiment que je reste dans les clous. Comment tu as vécu ce passage en moto? Je rêve, mais je rêve de traverser le Salar de Uyuni en moto. Raconte-moi un peu comment tu as vécu cette expérience? C'est assez indescriptible, en fait, parce que je pense que j'en rêvais vraiment aussi, moi, de ce lieu qui est complètement unique, même si on en trouve d'autres salars, mais vraiment, c'est on a roulé pendant 100 kilomètres, sur une mer de sel, et autour de nous, il y avait que ça et quelques montagnes, aux horizons. Et quand on est arrivé justement au Salar d'Uyuni, donc j'étais pas avec Clément, j'étais avec un autre voyageur, sur cette période-là et il y avait des orages. Tout autour du Salar, il y avait des orages. Donc j'ai découvert le Salar d'Uyuni, on est sorti de l'orage, puis on est rentré sur le Salar et puis là, au-dessus du Salar, il y avait un ciel bleu et tout autour des orages. Donc D'accord. c'était, assez fou, et une sensation d'immensité, de liberté, c'est aussi une sorte,
d'accomplissement, même si c'est pas le terme que je préfère, mais dans le sens où j'étais heureux d'être ici parce que j'en avais rêvé un jour et que par la force des choses, j'avais réussi à arriver jusqu'ici avec une moto et un bonhomme qui était toujours entier. Et donc, en plus, on avait décidé de passer le nouvel an à dormir au milieu du Salar. Normalement, le coucher et le lever du soleil sont paradisiaques sur cet endroit parce que le ciel est vide, les étoiles sont magnifiques. Mais étant donné qu'il y avait des orages tout le long, bah, quand on y est arrivé le premier jour, bah, en fait, dès que la nuit est tombée, les orages ont commencé à envahir le territoire du Salar. Alors je sais pas si c'est un truc météorologique qui fait qu'il n'y avait pas de nuages au-dessus quand il y avait du soleil ou pas. J'ai pas étudié dans ce niveau-là, mais peut-être parce que ça donne une sorte de microclimat. En tout cas, J'ai l'impression que tu attires quand même pas mal les orages là, depuis le début du les trip. orages. Oh. Bon, ça va, il est tombé de l'eau jusqu'à 11 heures, on a attendu, puis après on a pris l'apéro, on a mangé, on a fait le barbecue, puis le lendemain matin il faisait super beau. Donc en soi, on a passé un moment assez unique. En plus, c'était bah, voilà, c'était le nouvel an. Le gars avec qui je voyageais, qui s'appelle Wood, qui était un Belge, eh ben, il avait son anniversaire le 1er janvier. Enfin bref, c'est un salar qui est à 3800 mètres d'altitude. Donc quand on a pris l'apéro, bah, c'était assez chouette aussi parce que l'alcool à ce niveau d'altitude fait vite des effets. Donc c'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude en voyage. En tout cas, moi, c'est pas forcément des instants de fête que je recherche forcément. Enfin, en tout cas, mais là, c'était chouette. On a vraiment une histoire qui était en train de s'écrire. On avait deux personnes, deux amis qui nous ont retrouvés sur le Salar et eux, ils sont arrivés en bus. Il y a un bus qui traverse le Salar d'Uyuni. Et pour nous retrouver sur la petite île où on était là, bah, ils ont pris un bus qui est emprunté par des locaux régulièrement. Donc, on a trouvé ça assez fou que le bus s'arrête là au milieu. Donc, on est au milieu du Salar. Il y a 100 km de mer de sel autour de nous et il y a un bus qui s'arrête comme s'il y avait un arrêt de bus là au milieu devant de l'île pour déposer nos amis. Donc, c'était drôlement chouette. Euh, mais c'est vrai que j'étais bien content de le découvrir à moto parce que tu parlais de comment j'en étais venu à la moto, mais vraiment, quand on est sur ce salar, la notion de liberté, de respirer, de vivre l'endroit est multipliée par 10, je trouve, sur la moto plutôt que dans un van, même si j'ai pas pu tester l'autre. Non, le van, c'était quand même déjà très exceptionnel, mais j'ai ressenti des sensations, bah, comme tu l'as dit, un peu indescriptibles, quoi. Tu vois rien à l'horizon, tu roules. Moi, je me suis amusé, alors on parle de van, mais moi, je me suis amusé à accélérer, mettre le point mort et de me mettre pratiquement sur le toit. Parce qu'en fait, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de, il y a rien, il y a rien. C'est vraiment, ouais, tu l'as dit, c'est le résumé de la vraie liberté. En moto, je rêve de le faire parce que c'est ce que j'aime, c'est ma passion. Et de se sentir à 360 degrés dans ce salar, ça devait être quand même quelque chose d'exceptionnel. Bah, j'ai aussi essayé de me mettre debout. Mais bon, ça nécessite quand même pas mal d'équilibre. À l'aller, en plus, on avait acheté des feux d'artifice, donc on était bien chargés parce que on les a pas fait péter parce qu'il y a eu l'orage toute la nuit, mais bon, on avait la volonté de le faire. Bref, on a eu aussi ce côté essayer de se mettre debout. J'ai bloqué mon accélérateur, je roulais sans les mains. On a fait plein de films comme ça. Mon pote belge, lui, il est arrivé très bien à se mettre debout. Moi, bah, sur la photo de couverture de mon livre qui va sortir, normalement, c'est la version définitive et c'est justement cette photo-là où j'essaye de me mettre debout en équilibre sur la moto, mais bon, ça nécessite quand même d'être à l'aise et de pas avoir trop peur parce que L'avantage, c'est que tu peux essayer parce qu'en fait, il y a rien qui te bloque pour l'essayer. Donc ça, c'est trop bien, quoi. ah non, il y a rien, il y a rien. Puis tu peux aller partout. Donc bon, après on allait de temps en temps, on allait un peu dans le vide, mais à moto on ressent vite. En fait, c'est des sortes d'alvéoles qui, au fur et à mesure, Mhm. là où les voitures passent, c'est souvent assez plat parce qu'en fait il y a pas mal de voitures qui passent, donc ça aplatit tout ça. Mais dès que tu te sors un petit peu de ce tracé où tous les gens passent, bah là, t'as des alvéoles qui sont assez costauds, donc ça fait bizarre aussi.
Mais comme tu dis, c'est assez indescriptible dans le sens où autour de toi, c'est presque vide, il y a rien qui bouge, il y a un silence total. Le matin, quand on s'est réveillé, il était 5-6 heures, donc la nuit a été difficile, mais enfin, en gros, j'ai eu du mal à me réveiller. Et les autres aussi, mais dès que le soleil a commencé à sortir ses rayons, moi, j'ai sorti mon appareil photo, j'ai regardé avec mes yeux, et j'ai commencé à filmer. Mais en fait, je me suis rendu compte en regardant les films quelques jours plus tard que, en fait, les films ressemblaient à des photos tellement il y avait rien qui bougeait, quoi. Ouais, tiens, c'est marrant ce que tu dis, ouais, ça. Mmh. C'était assez fou. Il y avait pas de son autour, du coup, vraiment, ouais, des fois, j'ai presque l'impression quand je faisais une vidéo, où je remettais ces films-là en disant, «Ceci est un film», parce qu'en fait, ça se ressent pas. Tellement il y a rien qui bouge, il y a pas de nuages, il y a pas d'oiseaux, il y a pas de mais le Salar de Uyuni, c'était vraiment un peu cette idée d'avoir réussi à arriver ici, et c'est une notion que j'aborde aussi dans le film et dans mes réflexions. C'est quand je suis arrivé là-bas, j'ai ressenti un peu tout le labeur que j'ai eu pour arriver jusqu'ici, quoi. C'était un peu J'ai ouais, l'objectif, le Graal en fait, Je d'arriver vois là. pas ça comme un Graal non plus, mais bon, dans ton cerveau, il y a quand même des choses qui te font rêver, qui te font briller. Et du coup, oui, cet endroit-là en faisait partie. Le prochain, c'était les glaciers en Patagonie. Et, mais je trouve que c'est le genre d'endroit où, malgré la difficulté, les problèmes de maladie, les orages, bah, quand t'arrives là-dedans, ça prend un autre sens, et toutes les petites galères qu'on peut avoir tous les jours en voyage prennent tout leur sens dans ce genre de lieu, quoi. Et puis les craintes parce que ça reste quand même un désert. Moi, je me rappelle, j'étais tout seul à ce moment-là. Je faisais pas non plus trop le fier, en traversant le Salar. Alors moi, j'étais tout seul, donc du coup, tu vois, tu t'auto-stresses un petit peu, même si, avec l'expérience, tu dis que tout va bien se passer. Traverser un désert de sel comme ça, où il y a peu de repères, en plus, tu entends des légendes, de mecs du Dakar qui se sont perdus et cetera. Donc tu vois, tu te fais tout un film et je faisais pas trop le fier quand j'ai commencé à traverser le désert. Et après, c'est vrai que tu passes vite de l'autre côté et à penser qu'à profiter et à te, ouais, à juste vivre l'instant présent. C'est une phrase qu'on dit souvent, mais là, c'est vraiment le cas parce que, comme tu l'as dit, c'est tout figé. Il n'y a rien qui bouge. Et là, tu as vraiment l'impression de te sentir vivant, quoi. Donc, Mais c'est t'as dû te sentir perdu de temps en temps en Mongolie quand tu traverses des déserts qui sont, pour moi, encore plus flippants que le Salar de Uyuni en termes de. j'ai trouvé plus flippant le Salar d'Uyuni que la Ça, c'est Mongolie. marrant. Ouais. Ouais. Bah, c'est peut-être vraiment le fait d'être seul ou pas seul, parce que moi, j'ai pas du tout eu. Je sais pas, ça m'a même pas. Le fait que ça soit plat, à la Mongolie, il y a toujours une petite colline, c'est doux, tu vois, c'est accueillant. Le désert, c'est le désert, donc c'est plat, tu vois? Tu as cette imagination, bah, Ouais. du vrai désert où si tu es là, tu es en panne, tu es tout seul, bah, Pourtant, les 400 kilomètres de piste dans le sable à traverser et à avoir des lacs et tout, moi, je mmh. me rappelle que c'était j'avais plus de de crainte, je sais pas, de tomber de la moto, de me perdre ou autre, là-bas. Surtout que je trouve qu'en Amérique du Sud, j'avais l'avantage d'avoir un téléphone qui marchait partout. Mmh. Donc ça me raccrochait un petit peu à s'il se passe quelque chose, j'arriverai toujours à m'en sortir, enfin, après ça, c'est dans la philosophie qu'on se crée au fur et à mesure des expériences, mais c'est vrai que j'ai pas du tout eu de crainte, sur le Salar, ni dans les déserts n que j'ai pu qu'on a pu on a fait le désert d'Atacama aussi au Pérou, on n'a pas eu de crainte particulière, on s'est bien amusé d'ailleurs. C'est Et plus et donc là, c'est une bonne transition par rapport à la suite du voyage. Quand tu as parlé de San Pedro de Atacama, c'était dans cette direction, en direction de Ushuaia? En fait, l'idée, c'était d'arriver, plus au sud de l'Amérique du Sud? Ouais, bah, l'idée c'était de partir de Guyane française et d'arriver jusqu'en Patagonie. Moi, c'est vrai que le Salar de Uyuni faisait partie des choses que j'avais envie de voir sur la route, mais la Patagonie, c'était un endroit que j'avais envie de découvrir. D'accord. Du coup, à partir du Pérou, on est allé jusqu'en Bolivie par le lac Titicaca. Là,
On a vécu une autre expérience hors moto, c'est qu'on a fait un sommet à plus de 6000 mètres là-bas en Bolivie. Donc c'était une expérience assez hors du commun. Et ensuite ouais, on est arrivé, tu parles de San Pedro de Atacama. Alors par contre, je ne l'ai pas traversé à partir du Salar en fait. Ouais, c'est là où la route a un peu changé par rapport à des routes plus courantes. C'est une zone qui est assez difficile entre le Salar et le Chili, hein, en termes d'altitude. On est très très haut, on est dans du sable très mou. Et moi, j'étais éreinté en fait par plus de 2 mois au Pérou et en Bolivie par mes problèmes de santé. En fait, j'étais vraiment à un stade de fatigue physique assez importante et je pouvais pas prendre le risque de partir tout seul ou pas et de traverser cette zone de Bolivie qui est le sud Lipèze qui a l'air absolument magnifique et que j'aurais bien aimé découvrir. Donc entre le Salar et justement San Pedro de Atacama. Nous, on n'est pas du tout passé par là. Moi, on est revenu sur l'Argentine et de l'Argentine, j'ai traversé la frontière vers le Chili pour aller à San Pedro de Atacama et profiter un petit peu de repos. Et du coup, en suivant cet itinéraire du Chili, de San Pedro de Atacama, c'était la Ruta 40, la route 40, direction la Alors, Patagonie? donc moi, finalement, j'ai pas pris moi la route 40, en tout cas au début du Chili, sur toute la première moitié, jusqu'à Santiago du Chili, j'ai pas pris la route 40. C'est Clément avec qui j'étais au début du voyage qui l'a pris pour me retrouver un peu plus bas, justement. Moi, je suis traversé tout le Chili, j'ai fait toute la côte chilienne en fait par la mer. Bah, il y a un peu de route quand on traverse ce désert, soit le désert d'Atacama, soit la Pampa en Argentine, et j'ai préféré voir la mer. Ça m'a fait du bien pour me reposer, ça m'a rappelé un petit peu chez moi. On l'a retrouvé plus au sud de la route 40. Je sais que la route 40, en tout cas pour l'Argentine, est assez chouette parce qu'on est dans les montagnes, mais ça reste quand même à cet endroit-là, justement, donc sur toute la partie nord de l'Argentine jusqu'à à peu près au même niveau que Santiago du Chili, donc c'est à peu près la moitié. C'était assez rectiligne dans les montagnes, assez chouette. Mais Clément, lui, il a vraiment fait cette route-là assez rapidement pour qu'on se retrouve justement à Santiago du Chili, puis qu'on reprofite là tranquillement d'un peu plus de verdure. Là où moi je connais moins l'Amérique du Sud, c'est vraiment sur cette fameuse Patagonie. J'entends beaucoup parler de certains voyageurs sur le fait que c'est vrai que c'est très droit, il y a beaucoup de vent. En termes de sensations moto, comment ça se passe? Ah bah tu parles du vent directement, c'est la Patagonie, le souvenir, c'est le vent. Je trouvais toujours ça un peu fou que les gens disent qu'il y a trop de vent et que c'est difficile à moto. Mais donc sur cette route 40 qu'on a prise sur la partie d'Argentine, ouais, sur la bonne moitié du pays, sur plus de 1500-2000 kilomètres. Les pistes sont quand même assez droites. De temps en temps, il y a du bitume, de temps en temps, c'est pas bitumé, donc c'est de la piste. Et je me rappelle un petit peu avoir pris une piste. Alors j'étais tout seul. Clément, si j'étais pas avec lui pendant toute une partie du voyage, c'est parce qu'il a eu des gros problèmes de suspension avec sa moto. Donc sa suspension était HS, il avait plus d'huile dedans. Donc lui, il avait décidé de prendre la route à gauche, qu'il retrouvait, qui normalement faisait que du bitume. Donc bon, ça lui évitait 200 kilomètres de piste. Donc il espérait que ce soit bien. Et donc moi là, j'étais sur cette piste avec un vent de fou. La piste, c'était vraiment du gros gravier. Il y avait c'était des petites ravines. Bah, enfin, je pense qu'il y avait 7 lignes espacées tous à peu près d'une largeur de voiture, avec une vingtaine de centimètres de gravier. Donc, tu es au milieu du rail en espérant que ta moto déborde pas parce que c'est la chute assurée. Et puis, en même temps, il y avait un vent de face un petit peu de côté. Et j'adore faire de la voile quand je suis chez moi, mais là, sur ma moto, j'avais l'impression de faire du dériveur, quoi. En gros, j'étais penché à gauche pour que ma moto soit plus droite possible, tout en contrôlant la force du vent et en continuant à avancer, quoi. Donc c'était assez laborieux. Et la problématique, c'est surtout que ça n'arrête pas, en fait. Le vent ne s'arrête pas, c'est un vent continu très 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 fort. Sur la route, après, sur le bitume, de temps en temps, on se mettait derrière des camionnettes pour justement pas avoir un vent de face
autre côté qui te ralentit énormément, et puis pour se protéger un petit peu du vent. Enfin, ouais, ouais, c'est la description que tu fais, c'est un peu ce qu'on a vécu en tout cas sur ces parties-là. C'est une grande piste qui traverse la Pampa d'Argentine, qui est plus ou moins difficile à certains endroits avec beaucoup de vent. Et pour arriver à Ushuaia. Et pour arriver à Ushuaia, mais on n'est pas arrivé du coup jusqu'à Ushuaia. Nous, moi, ce que je retiens principalement, en fait, c'est plus les lieux magnifiques qu'on a vus avant. Donc, en fait, il y a le mont Fitzroy et puis le glacier Perito Moreno qui sont des œuvres d'art de la nature, des trucs assez magnifiques dans ces endroits-là. C'est des montagnes qui sont. Fitzroy, c'est une montagne qui est un peu à pic, qui est vraiment très très haute dans un paysage qui est très très bas en fait. Parce que la Patagonie, c'est vraiment assez proche du niveau de la mer, mais en même temps, il y a des zones qui sont très 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 hautes, quoi. Donc c'est deux, c'est très, je trouve que c'est très particulier comme paysage. Et surtout, c'est un des lieux qui est vraiment pas trop investi par l'être humain, quoi. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de nature. C'est tellement inaccessible que bon, il y a beaucoup, beaucoup de tourisme, hein, je vais pas le cacher, et j'en faisais partie, mais ça reste quand même épargné par beaucoup d'êtres humains et de villes, quoi. Donc on a dormi sous la tente à quelques kilomètres du glacier, et puis on s'est réveillé le matin, on est parti sur le site du glacier. Donc on est resté 6 heures à contempler le glacier gronder, bouger, à attendre que le soleil apparaisse. Et moi, j'ai l'impression que ce temps-là a duré 10 secondes, quoi, parce que c'était de la contemplation pure, et je me souviens plus de ça que des kilomètres à faire de la ligne droite sur la route 40 qui est assez intéressante, mais plus l'objectif, quoi. L'objectif, c'était le paysage qu'on allait rencontrer à un moment donné et qu'on allait découvrir, et puis la transformation, c'est-à-dire qu'on passe d'une zone de pampa qui est assez plate, on fait 50 km en tournant à droite, en gros, c'est un peu ça, hein, si on regarde une carte, et puis on arrive devant le mont Fitzroy, qui est en fait la frontière entre l'Argentine et le Chili, qui est une magnifique montagne, quoi. Mais du coup, la transition est assez folle, quoi. Mais ouais, c'est ce que j'ai beaucoup entendu aussi de certains voyageurs. Le glacier, le Puerto Moreno, c'est ça? C'est Ouais, c'est ça, le Perito Moreno. Perito Moreno. C'est quelque chose. Bah, en effet, on parle souvent d'Ushuaia parce que bah, déjà, c'est un nom qui sonne chez nous en France. Mais surtout, c'est ce glacier. J'ai pas eu la chance d'y aller. Donc, il va falloir y aller. Mais, euh, mais ouais, beaucoup de retours sur ce glacier qui font que bah, cette route A40 qui est un peu compliquée par les conditions, par peut-être le fait d'être un peu trop droite. Tu l'as dit, tu l'as résumé. Voilà, ça vaut le coup. Il faut le faire pour aller voir cette fameuse montagne et puis le glacier, quoi. Et est-ce que du coup, c'était la fin du voyage? C'était là, ça y est, on a atteint, on va dire, pratiquement le sud du monde. Et donc, c'est un bon moment pour terminer ou est-ce que vous avez continué votre périple? Moi, quand je pars, j'ai pas forcément de. J'ai des envies, j'ai envie d'arriver à tel endroit, mais j'ai pas forcément de date de fin de voyage, donc j'avais pas forcément ce sentiment-là. J'avais par contre le sentiment d'être arrivé à un point que j'avais visualisé quand j'ai projeté mon voyage. J'avais dépassé un peu le stade des 5 mois, ou après 5 mois, moi généralement j'ai une phase où je suis un peu. Il y a un peu le blues du voyage quand tu es en voyage, enfin, on pourra en parler si ça t'intéresse. Mais j'avais passé ce stade-là, et puis là, en arrivant devant ce glacier, bah, c'était plus un stade où je profite de l'instant et d'être là, et sans forcément penser ni à après, ni à avant, ni à une fin en soi. Donc la Patagonie n'était pas la fin du voyage. Je pense que le plus gros objectif qu'on avait quand on était en Patagonie, c'est d'arriver à Puerto Montt, non pas à Puerto Montt, à Punta Arena, parce qu'il y a un colis qui attendait Clément, dans lequel il avait une nouvelle suspension, et qu'on allait pouvoir reprendre bah, la remontée du continent, en fait, quasiment, parce que en fait, en arrivant en bas, on avait prévu de remonter. Étant donné les conditions, quand on est arrivé à Punta Arena, on a pas mal réfléchi sur est-ce qu'on va à Ushuaia ou pas. Ushuaia, dans les choses que j'ai entendues des voyageurs,
bah, c'est souvent un point GPS qu'on aime bien valider, quoi. Et je suis pas forcément, je suis assez négatif quand je dis ça, mais on n'y est pas allé du coup. On a décidé que ça n'avait pas forcément de sens dans ce qu'on était en train de faire. Premièrement parce que bah, la moto de Clément était vraiment pas en état d'aller beaucoup plus loin. Et deuxièmement parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est pas forcément Ushuaïa, c'est ce qui est encore plus loin. Si on prend le temps de marcher, si on prend le temps d'aller faire des grosses randonnées. Mais on arrivait à un moment de l'année où on allait bientôt passer d'une saison à une autre, donc ça allait se rafraîchir. Et surtout, on avait expérimenté des grosses randonnées plutôt au Pérou et en Bolivie. Et là, on n'avait pas forcément cette envie-là, donc on a décidé de ne pas faire Ushuaïa, mais de vivre une autre expérience. Quand j'ai imaginé ce voyage avant de partir, j'avais l'intention de travailler bénévolement dans chacun pays que j'allais traverser. Donc tout était déjà construit avant mon départ. Puis en fait, l'asso avec qui j'allais bosser a tout annulé quelques jours avant mon départ. Du coup, bah, j'ai pas pu mettre en place ces éléments-là qui étaient importants pour moi. Et quand on est arrivé justement à Punta Arena, on a décidé de passer un mois à travailler bénévolement. Donc ça a été assez marrant comment on a fini par se retrouver dans cette estancia, qui est une sorte de ferme sur une île. C'est Clément qui a eu l'idée principalement, parce qu'en fait, on a été obligé et contraint d'attendre son colis pendant plus d'un mois. Donc plutôt que de rester bah, dans une auberge à attendre, bah, on a décidé d'aller rencontrer des gens dans la ville ou dans des différents lieux. Il y avait un bar pas loin de l'hostel où on était qui faisait aussi. Bah, c'est un bar garage à moto. Donc en gros, on y allait des fois pour trouver des pièces pour réparer des petites bricoles sur les motos. Puis on a posé la question à un gars, on a dit bah voilà, on aimerait bien bosser en échange d'un lit et d'un peu de nourriture pendant un mois. Ça nous intéresserait de découvrir un peu les différentes choses que vous faites ici, donc plutôt dans des estancias qui sont des petites fermes, généralement des élevages de moutons. Et puis il nous a indiqué un lieu plutôt associatif où on est allé. Donc on n'a pas croisé grand monde à l'accueil. Ils nous ont donné quelques contacts, mais on n'a pas eu de réponse. Puis en se posant devant l'entrée, il y a un monsieur qui est venu nous voir, qui nous a donné deux contacts qu'il avait. Puis on a écrit à l'un d'eux qui nous a répondu bah ouais, écoute, j'ai besoin bientôt. On habite, enfin, l'Estancia est sur une petite île qui s'appelle l'Isla Riesco, qui était à 140 km de là où on était. Voilà, on a des moutons. Il y a la tonte qui va bientôt arriver dans les prochaines semaines, donc vous êtes les bienvenus. Et puis bah, on a discuté un peu, on a vu un petit peu où c'était. En gros, c'était sur une île, donc il y a 140 km, mais en fait, le Punta Arena où on était, c'était la ville la plus proche de l'île, et c'était là où il y avait les commerces les plus proches. Donc on a fait le plein de chocolat et de petits trucs qu'on n'allait pas forcément trouver après pour accepter nos faiblesses. C'est exactement Et, ça. puis on est parti, on a découvert ce lieu, on s'est retrouvé dans cette estancia où il y avait deux jeunes qui avaient le même âge que nous, qui étaient super contents à vivre la belle vie ici. Enfin, la belle vie, quand même assez difficile à certains moments, notamment pendant l'hiver, à s'adapter. Puis bah, on a passé un mois à faire quelques activités dans cette estancia qui était super et qui nous a permis justement de nous ressourcer, de nous reposer. On l'avait fait aussi à d'autres moments du voyage. Les petites pauses, en fait, qui sont importantes quand on commence à voyager sur du long terme, qui sont importantes pour notre cerveau, pour notre corps. Et du coup, on s'est retrouvé avec nos petites habitudes à profiter de nos journées, 5 heures de travail face à la mer quand on dormait. Enfin bon, c'était le top. Et puis c'est ce qu'on dit, il faut, souvent, prendre des vacances dans le voyage. Bah, comme tu l'as dit, pour, se ressourcer, pour recharger les batteries. Et puis moi, je trouve que c'est une bonne idée, hein, aussi de se poser, d'aller à la rencontre des locaux, de voir comment ils travaillent, de donner un coup de main en plus et puis vraiment de s'imprégner à 100 de là où on se trouve. Comme le dit Thierry dans un dernier épisode, il dit qu'on est, pas forcément que des consommateurs de kilomètres, de paysages et cetera. C'est aussi, très bien de prendre son temps. On a la possibilité de prendre le temps et de vivre avec les gens et dans les pays qu'on traverse. Donc, non, je trouve Tout que à c'est fait, tout à fait. Puis on l'a pris le temps, parce que là, c'est à peu près 6 ou 7 mois de voyage.
bon, que tu m'as fait raccourcir un peu plus vite, donc on a l'impression que ça va vite, mais en fait, il y a eu beaucoup de temps, beaucoup de pauses à certains moments et c'est vraiment très, très important et je suis de toute façon tout à fait d'accord avec Thierry, on en avait parlé ensemble aussi, bah, sur les pauses, sur le fait de pas être que des consommateurs. Alors après l'éco-voyageur aussi fait partie d'une mode qui est assez difficile, du coup, parce que quand j'ai su que ça allait pas se passer comme ça avec l'association pour, pouvoir travailler comme c'était prévu, normalement c'était déjà un peu planifié. En gros, c'est une assoce qui avait des contacts de plusieurs associations dans les différents pays, qui étaient associées à la déforestation et à tous les problèmes, socio-économiques qu'il peut y avoir autour de la déforestation. Donc c'était assez intéressant, mais une fois que j'ai perdu ce contact-là, bah, j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir mettre ça en pratique dans mon voyage au fur et à mesure, parce que c'est une pratique qui est devenue trop presque touristique. Donc voilà l'éco-voyageur, je ne sais plus quel terme ils utilisent pour ça, et du coup, ça a été assez difficile de réussir à montrer que tu peux être là pour aider. C'est notamment un travail que j'avais beaucoup fait pour préparer mon voyage en Mongolie. Dans ce premier voyage, j'avais décidé de donner ma moto. Quand je suis parti de France jusqu'en Mongolie, mon objectif était de donner ma moto à une association et de travailler bénévolement là-bas. Et du coup, j'avais beaucoup travaillé avec une asso de la ville de Rennes dans laquelle j'habite pour comprendre l'impact d'une donation, l'impact d'une proposition de travail, enfin voilà, toutes ces choses-là, l'impact même de notre présence dans ces pays-là, qui est ultra importante. Et j'ai écouté l'épisode avec Thierry, il en parle très bien aussi. C'est que, bah voilà, on reste des touristes et en même temps, on essaye de montrer qu'on a une approche différente. Mais bah voilà, il y a quand même le fait que on a ce visage d'Européen qui véhicule tout ce qui va avec, que ce soit positif ou négatif, et tous les rêves que ça peut amener. Et du coup, ça nécessite de beaucoup réfléchir à nos actions dans ces différents pays. C'est quelque chose que j'essaye de retransmettre, mais qui est assez difficile parce qu'en fait, il faut aussi se confronter à la réalité. Je voulais travailler tous les mois dans un endroit, mais ça nécessitait de trouver un endroit où je me plaisais bien. Ça nécessitait aussi d'être en forme physiquement, ce qui n'était pas vraiment le cas. Et ça nécessitait de trouver les personnes, ce qui nécessite généralement du temps et des rencontres au fur et à mesure, et qui était d'autant plus compliqué du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éco-voyageurs justement qui ont cette pratique-là, qui vont des hostels qui vont proposer de travailler bénévolement, et ils leur proposent une chambre et de quoi vivre dans cette ville-là. Et il y a des gens qui se plaisent à voyager de cette façon-là. Mais du coup, ça crée une sorte d'inaccessibilité pour les choses un peu plus spontanées. Et on a été content que ça puisse se faire en Amérique du Sud, donc en Patagonie, dans cette estancia, parce que ça s'est vraiment fait sans intermédiaire quasiment, avec juste des contacts de gens croisés, enfin voilà, ça s'est fait super rapidement, super naturellement, et l'échange qu'il y a eu et l'expérience qui en est ressortie a été vraiment exceptionnelle. Enfin, le, le gars Grégor, qui tenait cette estancia avec Gabriella, il avait une culture de l'histoire de France qui était plus. Il en connaissait plus que moi quasiment. Enfin, et du coup, on a eu des échanges qui étaient assez marrants. On a appris à dire des insultes en chilien, à parler de l'histoire, de la culture française, chilienne. Il adorait les oiseaux. Et ce côté spontané, j'ai été content de le trouver à cet endroit-là, en fait. Tout ça est né d'une galère que Clément avait, parce qu'on était obligé d'attendre une pièce pour que sa moto redevienne une moto qui puisse pratiquer les chemins, quoi. Moi, je dis vive les galères. À chaque fois que j'ai vécu des galères, j'ai eu que des points positifs, surtout en Amérique du Sud. Il m'en est arrivé quelques-unes et ça s'est toujours transformé en super chose, en super rencontre. Et aujourd'hui, bon, avec le recul, hein, quand ça se passe, c'est toujours un peu délicat, mais avec le recul, j'échangerai pas mes galères par rapport à ce qui m'a été rendu. Donc, je comprends tout à fait ce que tu dis. D'ailleurs, hormis, bah, alors c'est Clément qui l'a vécu cette galère, mais toi, est-ce que tu as vécu des galères, alors que ça soit mécanique ou de mauvaises rencontres? Parce que, on tire toujours un trait très positif des voyages et il faut garder ça parce que c'est essentiellement, ça qu'on vit. On vit que des choses positives, mais est-ce que tu as des galères que tu as rencontrées, que tu as vécues?
sur ce voyage en Amérique du Sud? Non, zéro galère, hein. Nickel! Bien sûr, hein, nickel, jamais de galère. Surtout quand tu pars avec une bécane qui a plus de 20 ans, il y a pas de galère. Non, sans blaguer, pas tant que ça, pas tant de galères. En fait, je pense pas qu'on les oublie ou qu'on je pense que, enfin, ça fait partie d'une philosophie que j'ai depuis les débuts et puis depuis souvent. Moi, j'apprends par la chute, donc ça veut dire que, si je tombe, je me demande pourquoi, puis après j'essaye d'éviter de tomber, mais c'est pas grave si je retombe, c'est que j'ai encore autre chose à apprendre. Bah, ça fonctionne pareil sur les galères, en fait. Dans mon film, j'essaie de l'exprimer d'une certaine façon, c'est que pour moi, dans chaque galère, dans chaque mauvais moment, il y en a un bon qui va ressortir. 70% des galères, c'était vraiment mes problèmes de santé, qui sont liés à un moment qui reste l'un des meilleurs moments de voyage de tout ce que j'ai pu vivre, qui est cette journée au Kyrgyzstan que je raconte dans mon film là, où j'ai vécu une soirée de partage assez immense, mais en même temps, on m'a aussi partagé ce fameux lait de jument fermenté qui s'appelle le koubis, ce qui fait que aujourd'hui, bah, j'ai des gros soucis réguliers, encore au moment où on parle, même si ça va beaucoup mieux. Mais voilà, ça a créé un paramètre en plus dans ma complexité pour les prochains voyages. Bah voilà, cet instant, c'est un instant où j'ai passé un super moment, pour moi, le Kyrgyzstan a été un des pays que j'ai eu le plus de plaisir à découvrir et les gens m'ont le plus marqué, mais c'est aussi un des pays qui a marqué la forme même des futurs voyages que j'entreprends, puisque à cause de ça, je suis obligé de faire avec mes faiblesses digestives et ces éléments de galère. Donc pour moi, dans chaque moment difficile, en gros, il y a une belle chose qui va ressortir. Et quand on a cette approche-là des choses, quand on fait face à un autre moment difficile, eh ben, c'est presque plus facile de s'en sortir parce que on a cette certitude en nous, on a construit cette certitude à force d'y croire et que ça se réalise que, bah, en fait, il y a quelque chose de bien qui va en ressortir, qu'on va faire des rencontres, que si la moto elle tourne plus rond, bah, on va rencontrer quelqu'un qui va nous aider. Si tu es tombé par terre, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va sortir des cailloux et qui va t'aider à remonter la moto, comme par hasard, ça m'est arrivé 3-4 fois de faire tomber la moto et d'avoir vu personne de la journée, puis là tout d'un coup il y a quelqu'un qui arrive et qui t'aide. Donc pour moi, ça fait partie d'une chose importante, c'est de réussir à appréhender ces différents problèmes de manière positive pour pouvoir en profiter et puis parce qu'ils amènent justement quelque chose de bien. Alors, faut pas forcer la main non plus, hein, faut pas faire exprès d'avoir un accident pour rencontrer des gens, mais souvent il y a une cause et un effet, et c'est vrai que c'est vachement important. C'est notamment la raison pour laquelle je pars avec des vieilles bécanes. Je sais que toi aussi, t'aimes bien les vieilles bécanes. Bon, peut-être qu'il faut qu'elles aient plus de style. Moi, justement, plus elles sont moches, plus elles me plaisent. Mais du coup, je pars souvent avec des bécanes qui ont plus de 20-25 ans, qui sont faciles à réparer partout, qui m'ont pas coûté cher. Du coup, tout l'argent que j'ai économisé, j'en profite pour mon voyage, en fait. Euh, Puis parce que aussi, je préfère... C'est cet argent-là que j'ai besoin pour mon voyage et j'en ai pas beaucoup plus. Et surtout parce que je sais que ça donnera un autre sens à mon voyage parce que même si finalement j'ai peut-être eu moins de galères en Amérique du Sud que Clément avec sa moto de 2015, j'ai quand même eu des choses qui m'ont permis de me rapprocher des gens, la fois où elle n'a pas démarré en altitude. J'ai eu à refaire une segmentation, on était à Arequipa au Pérou, donc bon, le Pérou a été assez difficile en effet. J'ai passé 5 jours sur la moto à faire le tour pour essayer de trouver qu'est-ce qui allait pas. Et je précise aussi que j'avais aucune notion de mécanique avant mon premier voyage où je suis parti en Mongolie. Et que ça, c'est un deuxième sujet peut-être, mais Mmh. j'ai appris la mécanique avec un mécano qui est devenu mon ami. En fait, j'ai essayé pas mal de garages autour de chez moi quand je voulais partir jusqu'en Mongolie. Ma demande, c'était que je voulais préparer ma moto pour un voyage, mais je voulais que ce soit moi qui la prépare et je voulais pouvoir être dans un garage avec quelqu'un qui a les connaissances qui est disponible, pas forcément H24, pour m'aider si je fais une connerie. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé Rodolphe, avec qui j'ai travaillé. J'ai une grosse amitié aujourd'hui et j'ai passé 5 jours, 5 ou 10 jours
à préparer ma Transalp pour le voyage jusqu'en Mongolie. Pour la KLE, c'est pareil, j'ai passé 5 à 10 jours avec lui pour préparer la moto et pour la connaître et pour éviter justement toutes ces galères. Donc, j'ai pas eu de crevaison pour mon voyage jusqu'en Mongolie. Il y a quand même 17 000 kilomètres, dont presque la moitié de piste, et j'ai eu zéro crevaison. En Amérique du Sud, j'en ai eu deux à la suite, mais je sais pas, j'ai jamais trouvé le trou et j'ai juste changé la chambre et puis j'en ai pas eu de nouvelles. Et j'ai eu cette segmentation à refaire et un problème avec la boîte à air qui n'était pas prévue pour les altitudes. Mais toutes ces choses-là, je les appelle pas des galères en fait, parce que c'était juste un truc à corriger, un truc à réadapter, parce que quand on prévoit tout ici, quand on essaie de préparer, on pense pas à tout, on sait pas non plus comment la moto va travailler, on va pas tout de suite ouvrir le moteur pour tout changer. Donc bah, il est possible qu'il arrive des bêtises et on essaye juste de les prévoir un petit peu à l'avance, quoi. Et l'avantage d'ailleurs, c'est un épisode de Rider Radio avec Pierry qui explique que l'importance aussi d'avoir des motos qui sont souvent donc légères, mais aussi de mécanique simple, parce que partout où tu t'es trouvé, alors tu as parlé d'Arequipa, mais c'est sans doute aussi à d'autres endroits, les gens ont pu te donner un coup de main, ont pu t'aider à réparer certains points. Ça, c'est un grand intérêt aussi d'avoir des motos simples dans ces contrées. Tout à fait. Alors, je vais expliquer pourquoi ça me fait un peu rire quand même, parce que à Arequipa, j'ai eu affaire à un vrai mécano. Mais ailleurs, j'ai eu tendance à plutôt faire les choses moi-même. J'étais content qu'il y ait les pièces et les outils, mais j'étais plus rassuré parce que bah, au Pérou, j'ai trouvé un peu ce côté de. Pour eux, la moto, c'est un moyen de transport d'un point à un autre à 20 km autour de chez eux. Là, en voyage, la moto, c'est ma maison, quoi. Mhm. Donc, réparer quelque chose à coup de marteau, moi, je préfère essayer de réparer un petit peu autrement pour prendre soin de ma maison, justement. Et du coup, c'est marrant cet aspect-là. Mais c'est vrai que c'est clair, une moto toute simple comme j'avais, les Péruviens, les Boliviens, quand ils la voyaient, ils kiffaient ma moto, ils demandaient plein d'infos, etc. Et puis, j'ai pas eu de mal à la réparer. Et puis, si on fait en comparaison, quand on a été en Argentine et au Chili, par exemple, qui sont des pays beaucoup plus européanisés et beaucoup plus riches, bah là, c'est plutôt la moto de Clément, qui était de 2015, qui regardait. Et moi, j'avais pas trop de mal à trouver des pièces dans les deux cas. Mais par contre, au niveau des mécanos, c'est vrai que bah, du coup, du fait d'avoir appris à faire les choses soi-même et de considérer que la moto là, c'est pas la même signification que ce que les gens en ont dans la vie commune dans ces pays-là, bah, faut aussi être vigilant sur ce qui va être fait sur votre moto, et c'est pour ça que j'ai attaché une importance à savoir un minimum faire les choses moi-même avant pour éviter ces galères qui peuvent vraiment être importantes. Enfin, C'est un peu le conseil ultime, c'est, bien préparer sa moto, la connaître pour partir, on va dire sereinement, quoi. S'il y a un conseil à donner, c'est aussi dans ce sens-là. bah, ouais, moi, si j'ai 2 conseils à retenir que mon mécano m'avait donné, c'était un, c'est de savoir, démonter sa moto quasiment entièrement, pas forcément le moteur, mais au moins de savoir dans en combien de temps il te faut pour atteindre cet endroit-là et comment tu dois procéder. Donc c'est-à-dire, l'avoir démonté, l'avoir nettoyé, avoir fait, telle ou telle, manipulation. Et le deuxième, c'est avoir des points de vérification, c'est-à-dire que tous les boulons, tous les éléments, ils avaient un petit coup de poinçon à certains endroits pour avoir des indicateurs qui fait que tous les 2 jours, bah, je regardais, je faisais le tour de ma moto, ne serait-ce que l'axe de roue, qui est quand même un point hyper important si tu veux rester en vie. Mais vérifier que voilà, ça s'est pas dévissé un petit peu, et puis avoir un aperçu global rapidement. Parce que si tu l'as pas rapidement, en fait, tu vas pas forcément faire le tour de ta bécane tous les jours. Le plus marrant dans tout ça, c'est que j'emmène souvent un sachet avec plein de vis de toutes formes, etc., et des boulons. Et en fait, il sert plus souvent à d'autres qu'à moi, malgré que je parte avec une vieille bécane. J'en ai presque mis plus sur des récentes. Du coup, je pense que c'est quand même quelque chose à connaître sa moto et être capable de faire le tour assez rapidement et de savoir en combien de temps tu peux, je sais pas, nettoyer ton carbu ou enlever un tuyau de ton réservoir parce qu'il est bouché. Enfin voilà, avoir une idée de ces éléments-là, quoi. Mais plus la moto est simple, plus c'est facile à aborder dans des conditions difficiles, sur le bord de la route avec de la poussière, complètement fatigué sous la pluie. Enfin bref, voilà, c'est pour ça que si on a déjà appris à le faire avant,
bah, quand on se retrouve dans cette condition plus ou moins difficile, on est capable de réagir plus rapidement et c'est presque mécanique, il y a pas besoin de réfléchir. Je reviens un peu sur, le résumé de ton voyage. C'est difficile de résumer, 6 mois de voyage en quelques mots, en quelques phrases. Mais, moi j'ai retenu quelque chose, d'intéressant dans ce que j'ai pu voir dans ton film. Souvent, les gens te posaient la question, de pourquoi tu venais ici et j'aimais bien ta réponse. Tu peux un peu, nous en parler de ça? Pour nous, en plus, peut-être pour la plupart des gens qui écoutent ce podcast, on a un intérêt pour le voyage, pour la découverte de pays. On a une ouverture et on a aussi une capacité, une possibilité d'en découvrir plus avec tous les moyens d'information qui existent autour de nous, mais c'est pas forcément une réalité pour tout le monde qui vit sur cette planète. Et c'est sûr que la question de pourquoi tu es là, pourquoi tu es tout seul, elle est où ta femme, enfin, c'est des questions, surtout sur le premier voyage vers la Mongolie, pas forcément en Amérique du Sud, mais vraiment sur le premier voyage qu'on m'a souvent posé. Et c'est toujours assez difficile de répondre parce qu'il faut être assez honnête, je voyage pour moi, donc c'est un besoin égoïste au départ. C'est une envie particulière, mais qui est de découverte des autres, mais qui est une envie personnelle. C'est pas forcément ces choses-là que je répondais, parce qu'au début, j'étais un peu, voilà, c'était un peu sur cet axe-là que je répondais aux gens, et puis au fur et à mesure, j'ai découvert un peu la réponse qui était la réponse que je me suis donnée aussi, c'est que je suis là pour te rencontrer, en fait. À chaque fois que j'ai rencontré une personne, je lui disais que j'étais venu ici pour la rencontrer parce que je trouve que ça apporte quelque chose d'assez important. C'est que ça permet de se dire et de lui dire que tu as envie de partager des choses avec elle, quelle qu'elle soit, même si tu peux pas parler la langue, mais tu es venu ici pour découvrir. Alors au départ, des paysages, en fait, c'est vrai que le Salar d'Uyuni, on en parlait tout à l'heure, c'est un paysage, c'est un lieu, c'est pas forcément des personnes, mais c'est ça qui nous a peut-être fait rêver initialement. Mais au final, pour arriver ici et même dans ces différents lieux-là, on a rencontré des gens qui ont donné de la force et une belle lumière à nos émotions et à nos souvenirs. Et du coup, de répondre ce genre, de répondre ça aux différentes personnes que je rencontre, je trouve que ça donne beaucoup de force et beaucoup de positif dans la discussion qui va venir. Moi, ça m'a permis de comprendre d'abord que c'était pour ça que j'étais parti. Comme je le dis souvent, je suis pas parti. Il y a différents types de voyageurs et il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire, mais il y en a qui vont partir parce qu'ils fuient un quotidien qui leur plaît plus, des choses qui sont difficiles, ou, etc. Moi, quand je suis parti, je suis réellement parti avec le besoin de découvrir. C'est aussi simple que ça, mais j'avais une curiosité qu'il fallait que j'alimente et je savais dans ma tête peut-être qu'au fond de moi, bah, j'allais découvrir des choses et j'allais grandir grâce à ça. Je m'attendais pas forcément à tout ce qui s'est passé. Et du coup, au fur et à mesure que je me posais cette question de pourquoi t'es parti, enfin, je vais reparler de voyage du Mongolie, même si on a surtout parlé de l'Amérique du Sud, mais j'ai eu un accident le 5e jour qui était assez grave où j'aurais pu y passer, qui était un accident surtout lié à mon manque d'expérience que j'avais considéré, mais peut-être pas assez. Bah, je me suis posé énormément de questions. Pourquoi t'es là? Si c'est déjà difficile alors que t'es arrivé qu'en Croatie, comment que ça va être quand tu seras au Kazakhstan dans le désert ou en Mongolie après? Enfin, c'était assez important pour moi de pouvoir trouver une réponse, d'avoir un objectif et une idée derrière la tête qui puisse te donner des forces. Et au fur et à mesure, en fait, ce jour-là où j'ai eu l'accident, bah, j'ai rencontré 3 Croates qui étaient exceptionnels et qui ont rendu ce souvenir positif, en fait, malgré que j'aurais pu y rester. Et c'est devenu assez important parce que c'est souvent assez bateau de dire que le voyage, c'est des rencontres, mais au final, en fait, c'est pas que c'est bateau, c'est que c'est assez difficile à exprimer et à expliquer à quelqu'un qui l'a pas forcément vécu. Et que le seul conseil que je pourrais donner à ce niveau-là, bah, c'est d'y aller pour le vivre, pour découvrir les autres et puis pour s'ouvrir un petit peu. Mais ça résume, très bien et ça revient aussi sur l'aspect galère, point positif. C'est vraiment ce que tu as vécu, en tout cas sur cet accident où derrière tu as rencontré des gens qui t'ont aidé et hem
Et toujours, tu le dis, c'est vrai que ça fait un peu bateau, mais en fait, c'est la vérité, c'est comme ça. C'est on voyage, on voit des belles choses, on voit des beaux paysages, mais en tout cas, d'un point de vue personnel, après avoir vu tous ces beaux paysages, ce que je retiens souvent, c'est, les rencontres qui ont été autour et heu et j'ai été content de voir ces paysages, mais j'étais surtout très heureux d'avoir pu partager, un maté des coca au Pérou, un chai en Inde, un pad thai en Thaïlande. Enfin voilà, il y a plein d'aspects, du voyage qui, convergent toujours à la rencontre de l'autre et je trouve que la moto est un très bon moyen de rencontre et je trouve que ta phrase, cette fameuse phrase que tu dis, «Pourquoi tu viens ici?» enfin, que les gens te posent la question: «Pourquoi tu viens ici?» et de répondre, «Je viens ici pour te rencontrer», elle est juste géniale. Je suis presque même déçu de ne pas avoir eu l'idée, enfin, avoir pu répondre ça quand on me l'a posé quoi, tu vois? Donc il y a un copyright, je vais te la laisser, mais c'est vrai que c'est une superbe réponse parce que c'est une vraie vérité. C'est en fait, on vient d'abord, vous rencontrer et partager un moment ensemble donc ça, c'est super. Alors sache qu'il y a absolument aucun copyright, hein. Tu peux, si c'est ta vérité aussi, il y a pas de souci, hein. Ça marche. En parlant de d'autres, phrases et on va finir sur cette citation, si tu en as une ou cette phrase qui te donne de la force quand tu voyages, quand tu as des moments un peu plus durs. Tu en as eu, quand même pas mal sur ce voyage en Amérique du Sud, quelques-uns en tout cas. Est-ce Mmh. que, voilà, tu as une citation qui te donne de la force ou une phrase, une chanson? Dans mes premières vidéos que je faisais justement pendant le voyage en Mongolie, puis aussi pour l'Amérique du Sud, chaque vidéo était terminée avec une citation, un peu en relation avec ce que je venais d'expérimenter par rapport à quelque chose, d'interne ou l'accident ou des choses comme ça. Donc j'attachais pas mal de d'importance et puis de reconnaissance à toutes ces citations. Sachant que tu allais poser la question un petit peu, en écoutant les autres épisodes et puis de toute façon j'ai un peu ma citation qui revient souvent et qui conclut un peu le film, c'est quelque chose comme disait souvent ma maman. Donc voilà, histoire d'être encore plus bateau, on va continuer là-dessus. C'est: «Quand on veut, on peut». En fait, je la trouve importante parce qu'elle m'a permis de prendre conscience que si j'avais envie assez fort d'une chose, j'étais capable de la réaliser et je trouve ça très important et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de communiquer dans les différents enfin, dans les différentes réalisations que je partage. C'est, voilà, j'avais pas d'expérience quand je suis parti sur mon premier voyage, je savais pas spécialement faire de la moto. Les gens ont parfois rigolé quand je leur expliquais que j'allais aller jusqu'en Mongolie, puis moi j'étais un petit peu inquiet aussi, mais au final j'ai réussi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses donc et cette phrase-là m'a permis d'avancer, en fait et de comprendre que la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que tu as envie? On en parlait l'autre jour, dans notre discussion téléphonique avant de faire ce podcast, hem, sur la volonté d'écrire, par exemple. Si je disais à mon moi-même d'il y a 10 ans, «Tu vas écrire un livre», je pense que je rigole très, 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 très fort. Et pourtant aujourd'hui, bah, je suis en train de le terminer, enfin voilà, j'attends les retours de mes lecteurs. Mais je suis en train de le terminer parce qu'un jour j'en ai eu envie, j'ai eu envie de faire ce film, qui durait 20 minutes au départ, qui dure 1 heure après et sur lequel j'ai eu des retours, heu, géniaux et qui m'ont poussé et motivé à continuer à partager mes observations, mes réflexions et du coup cette phrase prend vraiment tout son sens, le «quand on veut, on peut», c'est-à-dire que il faut pas forcément se fermer des portes. En tout cas, on a la chance, dans nos pays européens d'avoir plein de portes qui sont ouvertes, pour découvrir le monde, en tout cas dans ce qui est du voyage ou même pour plein d'autres projets et j'adore, faire en sorte que mon travail, prouve que cette phrase, est un peu véridique dans le sens où, bah, voilà, j'ai réussi à réaliser un film, et à le présenter dans des festivals de voyageurs où il y a des films qui sont réalisés par des vrais réalisateurs avec des moyens de fou.
et à être quand même parmi les nominés de ce jury-là. Enfin, c'est pas pour m'en vanter là aujourd'hui, mais plus pour dire que voilà où est-ce qu'elle m'a amené cette phrase-là, cette pensée-là que ma maman m'a dit un jour. Bon, elle m'a dit aussi on est un con pour que j'évite de l'utiliser dans toutes les phrases après que j'écrivais. Donc bon, ça se contredisait un peu, mais voilà un petit peu moi ma façon de penser du point de départ. C'est-à-dire que toutes les choses dont vous avez envie assez longtemps et assez fort sont possibles à réaliser et qu'il faut juste être capable d'analyser ce besoin et d'adapter la réponse et d'adapter par rapport à sa vie, si on a une famille, si on n'a pas de famille, et de poursuivre un peu son petit bonhomme de chemin. Bah, écoute, on va finir sur ces belles paroles qui donnent envie de partir, qui donnent envie, de faire, de réaliser plutôt les rêves, qu'on a en soi. Donc, je te remercie et moi je te dis à très bientôt parce que tu as plein de projets en tête et peut-être qu'on pourra aussi faire un épisode sur ce fameux, voyage que tu as fait depuis la France pour la Mongolie. Donc, moi je te dis à très bientôt. C'était un réel plaisir, d'avoir partagé ce moment avec toi et voilà, je te redis à bientôt. Un grand merci, c'était vraiment un réel plaisir aussi de partager tout ça. C'est aussi une première expérience de podcast et c'est assez intéressant de pouvoir partager librement et discuter ensemble sur différentes notions. Et puis j'ai hâte de te parler de ce premier voyage qui a un autre sens aussi dans ma tête. Mais bon, c'est un tout, c'est tout un ensemble, tous ces voyages. Et j'ai hâte d'en parler ou même de parler de comment écrire un livre ou comment réaliser un film, même si je suis pas du tout ni réalisateur ni écrivain, c'est des choses que j'aurais plaisir à partager. Et puis en tout cas, j'ai vraiment passé un super moment. Merci de ton intérêt et de ton temps pour cette superbe discussion. À la prochaine, Baptiste. Ciao. Merci, à la Merci prochaine. pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.